Bonjour, je suis Jordi Turc, dirigeant de Active PNL, un organisme de formation en PNL, en coaching, en énéagramme, analyse transactionnelle, thérapie brève. Je fais ce podcast aujourd'hui sur l'énéatype 6 de l'énéagramme spirituel, puisque je fais une série de podcasts sur la partie spiritualité de l'énéagramme, et aujourd'hui on va donc s'intéresser à l'énéatype 6. Alors les personnes qui appartiennent à cet énéatype, on voit qu'il y a quelque chose qui les caractérise, c'est la peur. Alors effectivement, la peur, elle est bien présente dans tous les énéatypes de l'énéagramme, mais dans le type 6, c'est vraiment le point vraiment fondamental, le point central de l'énéatype 6, c'est cette peur, où on voit donc les 6 qui vraiment vont souvent douter de leur perception d'une situation, douter d'eux-mêmes, douter des autres. Ils ont du mal à avoir confiance en eux, à avoir confiance en les autres. Ils manquent de certitude dans leur vie quand ils ont des choses à faire, et ils passent beaucoup de temps à gérer leur anxiété. On pourrait dire que ce sont un petit peu, si on utilisait un langage un peu poussé, les paranoïaques de l'énéagramme, mais bien sûr ce ne sont pas forcément des paranoïaques, puisque la paranoïa est une pathologie, alors que là ça serait plus ça serait un petit peu exagéré de dire ça, mais effectivement dans les psychopathologies on peut aller jusque ici. Alors en fait ils sont souvent convaincus que les autres sont là plutôt pour aller les abuser et un petit peu, je dirais, leur couper l'herbe sous le pied, ou un petit peu les menacer, se sentent menacés par les autres. Alors on a deux types de 6 dont cette dynamique sous-jacente de peur est la même. On a les 6 qui sont ouvertement craintifs, donc on va les appeler les 6 phobiques, et on va avoir les 6 contre-phobiques qui sont au contraire plutôt souciés de montrer qu'ils n'ont pas peur de rien, qu'ils ont peur de personne. Alors parfois on a certains 6 qui se montrent phobiques dans certains domaines de leur vie et contre-phobiques dans d'autres domaines, mais ils ont gardé vraiment ce caractère prédominant et visible dans leur manière d'être. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment cette peur et cette insécurité qui est manifestée chez les 6. Et donc chez les 6 phobiques, cette peur, elle est particulièrement manifestée parce que ils ont des petites manières d'agir comme ça, où ils sont assez furtifs, ils sont extrêmement polis et dévoués envers des figures d'autorité, ou bien des personnes qui semblent puissantes. Et donc les 6 phobiques, ils ont du mal comme ça à prendre des décisions, à engager des actions, et ils vont souvent aussi demander beaucoup conseil aux autres, et parfois ils n'osent pas demander conseil même s'ils en auraient très envie. Et on peut voir qu'ils ont une loyauté énorme, une grande confiance aveugle envers des figures d'autorité, une cause ou un leader en qui ils ont confiance. Parfois, on peut avoir comme une sorte de bégaiement avec, on pourrait dire, un pas en avant, un pas en arrière dans leur acte, dans leur discours. Et par contre, les 6 qui sont contre-phobiques, eux, plutôt, ils vont masquer leur peur. Ils vont masquer leur peur en tentant plutôt de se comporter de manière à surmonter les peurs, et donc ils vont se montrer plutôt sûrs d'eux, et parfois on pourrait les confondre avec des énéatypes 8. Parce que les 6 contre-phobiques, ils prennent des risques, c'est les casse-coups, ils sont plutôt en quête de situations qui vont les mettre au défi, où ils vont toujours mettre en avant leur courage en avant, et ils vont s'efforcer de vouloir montrer de la force, de l'assurance et du franc-parler. Donc effectivement, pas évident de typer une personne en un type 6, parce que si on tombe sur un énéatype 6 phobique, on aurait tendance à pouvoir le prendre pour peut-être un 2 ou un 4, alors que le contre-phobique, on aura là plutôt envie de le typer en 8. Et on peut avoir aussi chez les 6 quelque chose qui est du point commun avec le 1, c'est cette attention en tout cas aux règles et à ce qu'il faut faire. Alors dans le côté vraiment spirituel de l'énéagramme, on voit que chaque énéatype est plutôt en contact avec une idée sacrée en particulier, c'est-à-dire le fait de pouvoir en particulier ressentir une facette de l'être, du grand tout dans cette approche spirituelle. Et cette facette de l'être, quand l'ego de l'énéatype 6 se développe, il y a donc cette perte de contact
avec l'être, et dans la perte de contact avec l'être, eh bien les 6 ont perdu l'aspect spirituel de la réalité qui va s'appeler l'idée sacrée. Et l'idée sacrée serait vraiment ce contact avec qui leur permettrait de soulager leurs peurs et leurs doutes. Alors ce point de vue de l'idée sacrée, quel est-il ? Eh bien, pour le point 6, on peut même dans cette idée sacrée lui donner 2 noms parce qu'il y a une double signification. Le premier nom, c'est celui de la force sacrée. Alors la force sacrée, c'est cette perception que la nature de notre âme est l'essence. C'est-à-dire que ça nous fait reconnaître que la personne que nous sommes, nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions, mais nous sommes plutôt une présence, où nous sommes des entités dotées de nombreuses qualités, et puis qu'on peut acquérir de nouvelles dimensions de profondeur dans notre vie. Et la présence, en fait, c'est le fondement de notre âme et c'est ce qui donne la force de vie et c'est, en réalité, la présence est la force. Donc, sans la reconnaissance de l'essence comme la nature intime de ce que nous sommes en tant qu'être humain, on se perçoit donc dépourvu de fondement et donc on se perçoit comme fondamentalement faible et impuissant. Et donc, on va avoir tendance à s'identifier à notre corps, à nos instincts, et on va se percevoir plutôt comme des personnes ayant un gros cerveau, un mental qui va être notre seule protection, puisque notre corps, lui, il est sujet à la maladie, il est sujet à la mort. Donc, de nous identifier seulement à notre corps, ça nous place dans une situation difficile, une situation précaire, une situation mortelle. Donc, sans cette reconnaissance de l'être, eh bien notre vie, elle est donc éphémère et elle est dépourvue d'un sens qui persiste. Donc plus nous sommes en contact avec l'être, plus on perçoit l'angle de la force sacrée dans notre essence, plus on sait que notre vraie nature, elle est indestructible et impérissable et que notre vraie nature, elle est hors d'atteinte des vicissitudes de notre corps. Et donc, si nous sommes bien ancrés dans la reconnaissance de nos profondeurs, finalement, même la souffrance physique, elle pourrait devenir supportable. Donc, la perception de notre nature essentielle, elle peut nous donner la possibilité d'endurer ce qui nous paraîtrait insupportable. Et donc, plus on perçoit notre nature essentielle, et plus on sait que nous sommes des incarnations et des expressions du divin. Et si c'est vrai pour tout le monde visible, en tant qu'être humain, on est les seuls individus sur Terre à pouvoir reconnaître par notre conscience notre nature la plus profonde. Et donc ça nous donne une place spéciale, une place qui est unique dans la création, et c'est donc un autre aspect de notre force, et donc c'est une autre nuance qui va s'appeler la force sacrée. Alors le fait d'avoir cette reconnaissance en nous, c'est la seconde idée sacrée qui est associée à ce point, c'est donc la foi sacrée. C'est la reconnaissance que notre nature intérieure est l'essence. Et c'est ça qui nous donne la foi. Alors souvent, le mot foi, souvent ça voudrait dire que, habituellement, quand on emploie ce mot, la foi, qu'on croit en quelque chose, qu'on a une idée sur quelque chose et que même si on n'a pas les preuves tangibles des choses, on en a une connaissance intellectuelle, une connaissance intuitive et qu'on n'en a pas l'expérience. Donc c'est la foi un petit peu dans les religions, les loyaux envers Dieu, les personnes dignes de foi. Et on a la foi en notre devoir ou envers une autre personne. Mais ici, c'est pas tout à fait la même chose. Ici, la foi en tant qu'idée sacrée, ça veut dire que on sait que notre nature essentielle, intérieure, est l'essence spirituelle, est l'essence divine. Et donc c'est à partir de ce contact direct avec cette essence et que notre âme peut procéder à cette intégration dans ce contact. Donc il ne s'agit pas ici de croire à une vérité qui serait fondée sur des doctrines religieuses ou des doctrines spirituelles. C'est une connaissance plutôt expérimentale qui va apporter une certitude, je dirais, inébranlable
que l'essence est notre nature et qu'on soit ou non en contact avec nos profondeurs. On peut savoir simplement au plus profond de nous, même si on n'est plus en contact avec ce sentiment-là, mais au plus profond de nous, on peut savoir que dans notre nature intérieure, elle est spirituelle, que notre nature intérieure, c'est l'être. Et quand on le perçoit de manière irréfutable que nous sommes l'essence, eh bien à ce moment-là, notre âme va vraiment avoir une transformation parce que notre manière d'expérimenter le monde en nous-mêmes, ça va vraiment modifier notre conscience. À ce moment-là, on n'est plus des croyants, on n'est plus des chercheurs, on est identifié à l'être. Et donc, c'est une manière particulière de percevoir le monde et de le concevoir qu'on pourrait appeler une sorte d'illumination qui pourrait y avoir au point 6. Donc, c'est une vision éclairée de la réalité sur laquelle vont se concentrer et à la fois la force sacrée et à la fois la foi sacrée, qui est donc que la nature de notre âme, la personne que nous sommes, c'est l'être. Et quand on observe cela objectivement, sans les voiles de l'ego, sans les voiles de la personnalité, eh bien on sait que cela est vrai. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'engagent dans un cheminement spirituel et qui cheminent vraiment longtemps avec, je dirais, à pas lent, à petits pas sur la voie, sans avoir la sensation qu'il y ait quelque chose qui bouge. Mais pour qu'il y ait une véritable transformation, donc c'est-à-dire un déplacement du centre de gravité de notre âme, et plutôt de la personnalité, notre ego, jusqu'à l'essence, eh bien on doit reconnaître l'essence au-delà de tout doute. C'est-à-dire toute notre foi finalement dans un maître spirituel, dans son enseignement, ça suffit pas à changer radicalement notre sentiment de nous-mêmes et ça nous suffit pas à changer nos concepts mentaux sur ce que peut être la réalité objective et ça ne suffit pas à nous faire changer d'orientation parce que notre âme, elle ne se transforme que par l'expérience sensible. Donc, il ne suffit pas d'expérimenter quelqu'un d'autre que soi comme étant l'essence, ni même l'univers entier comme une incarnation de l'être, pour que le sentiment de soi s'en trouve transformé. On doit éprouver directement que notre âme est essence pour intégrer véritablement ce principe de la foi sacrée. Alors, je vais vous citer Almas qui dit « Nous distinguons ici entre une expérience de l'essence qui n'est pas ressentie comme vous-même, qui est perçue comme une chose étrangère, imposée, induite ou transmise par quelqu'un d'autre, et l'expérience de l'essence comme votre propre réalité interne. C'est une différence énorme. Beaucoup de gens éprouvent l'essence en croyant percevoir simplement leur maître spirituel, ou encore s'imaginent qu'ils ont été hypnotisés, ce qui implique un manque de reconnaissance de l'essence comme leur nature propre. » Donc, lorsqu'elle est présente, cette conscience, cette connaissance directe de l'essence, de notre nature, eh bien, ça va nous donner beaucoup de solidité. Et lorsque cette conscience, elle est plutôt absente, ce qui est le cas pour les énéatypes 6 qui vont s'identifier plutôt à leur personnalité, à leur corps, eh bien, ce manque d'assise, ça va susciter du coup beaucoup de peur. Et en fait, c'est en ayant perdu le contact avec l'essence dans leur petite enfance que les 6 ont perdu la reconnaissance qu'elle existe comme leur nature intérieure et qu'elle les soutient. Donc la perte de contact avec l'essence et la perte de sa reconnaissance, on pourrait croire que c'est une seule et même chose, mais ce n'est pas tout à fait le cas. On peut tout à fait se percevoir comme étant déconnecté de la dimension intérieure profonde et pourtant on peut avoir la certitude que cette dimension existe, même si on sait qu'à ce moment-là de notre vie, on est déconnecté. Mais si on n'a pas à ce moment une expérience essentielle où on se rappelle qu'on a pu traverser dans notre vie des expériences spirituelles qui nous ont prouvé réellement que cette dimension spirituelle existait, eh bien sans cette idée sacrée, ce savoir, en réalité, il disparaît. Parce que l'énéatype 6, même s'il vit des expériences spirituelles, en fait, il lui semble que ça n'a jamais vraiment existé, que c'était plutôt une fable qui s'est inventée. Et donc, il perçoit le monde et il se perçoit lui-même comme dépourvu d'essence. Et donc,
il est privé de tout ce qui rend l'humanité capable de surmonter des problèmes d'égocentrisme, de survie, pour devenir aimante, altruiste, généreuse et noble. Donc l'humanité, y compris eux-mêmes, les 6, leur apparaissent dépourvus de ces pulsions et valeurs plus élevées. Et donc, il semble aux 6 donc que l'humanité, en fait, que les gens agissent comme des animaux et avec des motifs qui sont juste instinctifs. Et donc, à l'extrême chez certains 6, le monde, il pourrait sembler vraiment une jungle dans laquelle chacun lutte pour survivre et où les forts l'emportent sur les faibles et les détruisent. Et donc, tous les signes d'amour et tous les signes de reconnaissance ne sont pris que éphémèrement parce que la vie, pour un énéatype 6, c'est avant tout une question d'endurance. Alors souvent, pour les énéatypes 6, effectivement, quand ils étaient enfants, ils n'ont pas eu le holding. Donc le holding, c'est la reconnaissance de son besoin par les parents. Ils n'ont pas eu de holding. Il y avait cette absence qui était quasiment totale. Donc ils étaient enfants. Vraiment, leur vie était remplie d'inquiétudes par rapport à leurs propres besoins. Donc parfois même chez les bébés, où ils avaient parfois des besoins physiques qui n'étaient pas satisfaits. Ou bien il y avait une atmosphère avec des dangers physiques, peut-être même des heurts dans l'enfance, peut-être même de la violence. Et donc, le 6 a développé en grandissant un état de vigilance qui se prépare à un prochain trauma dans lequel il va être maltraité. Donc, il se prépare en réalité à cette maltraitance. Et donc, le jeune 6, il percevait son environnement comme quelque chose de non fiable ou quelque chose d'imprévisible. Et il voyait ses parents à travers ces filtres-là. Alors il avait peut-être, on a chez certains 6 des parents qui ont été, il y avait peut-être un parent qui était alcoolique, où le comportement il semblait dangereux, sans raison précise, ou peut-être que ça peut être aussi un parent qui avait par exemple des accès de colère qui étaient violents et qui étaient déclenchés comme ça de manière très violente par quelque chose d'insignifiant. Ou peut-être ça pouvait être un parent qui avait des fluctuations d'humeur qui étaient assez spectaculaires, ou alors la qualité peut-être de l'attention accordée à l'enfant, elle était complètement variable. Un coup, il y avait de l'attention qui était donnée, un coup, alors que l'enfant avait besoin de cette attention, il n'y en avait pas du tout. En tout cas, le parent qui était gardien de la sécurité de l'enfant, il avait ces changements. Ça peut aussi, s'il n'y a pas eu de violence comme ça dans l'enfance, avoir été par un parent qui était très timide, qui était très peu sûr de lui et qui allait peut-être manipuler l'enfant quand il était bébé avec beaucoup de crainte et beaucoup de peur, et en ayant du coup transmis cette peur en réalité à l'enfant. Ou alors ça peut aussi être un parent qui était vraiment une grande figure d'autorité, qui était sévère, qui était exigeant et qui demandait une obéissance absolue et permanente en intimidant le jeune 6. Donc voilà, ça peut être vraiment beaucoup de choses, mais en tout cas, quels qu'étaient ces véritables parents, ça a été des facteurs qui ont vraiment donné une empreinte pour les 6 dans leur sensibilité à les déconnecter de leur foi sacrée et de leur force sacrée. Et donc, pour l'enfant, dans sa perception, pour l'enfant qui est dans une perception en développement, il a un parent ou peut-être les deux dans son ensemble au niveau de l'environnement qui ne pouvait pas répondre de façon fiable à ses besoins, et qui vivait une sorte de menace qui pouvait être mortelle, notamment pour les nourrissons qui sont complètement dépendants de leurs parents. Donc l'âme du 6 elle reste donc fixée sur l'angoisse de survie et la crainte de la mort physique. Et donc l'impuissance à répondre à ses propres besoins, puisque l'enfant ne peut pas le faire, mélangée et couplée à l'apparente absence de fiabilité de l'autre, du parent, ça a laissé une empreinte et ça a formé le noyau du sentiment de soi de cet énéatype. Donc c'est un rapport à la réalité dans cette enfance qui modèle l'âme du 6 et qui va apporter une certaine vision que Almas qualifie de cynique dans la réalité. C'est-à-dire qu'en l'absence de la foi sacrée, eh bien, il existe une forme de foi, mais c'est une conviction plutôt que l'univers, il est fondamentalement
non aimant, qu'il n'apporte aucun soutien et qu'en fait les humains finalement ils sont égoïstes, ils sont centrés sur eux, ils se soucient pas des conséquences de leurs actes, ils ne se soucient pas des autres. Donc c'est plutôt une vision du monde où c'est un monde de lutte qui est permanent et donc le 6, soit il va vouloir se hérisser au rang des forts pour lutter, soit il va se ranger parmi les faibles, donc le contrephobique plutôt du côté des forts et le phobique plutôt du côté des faibles. Et dans tous les cas, c'est cette manière que la réalité lui apparaît. Et donc, il va fluctuer entre désespoir et doute. Et ce cynisme, c'est donc la croyance que l'être humain, que la nature humaine, elle est intrinsèquement fondée plutôt sur des intérêts qui sont égoïstes. Et ça, cette croyance-là, elle est vraiment installée dans l'âme du 6. Parce que dans ce monde-là, on peut pas avoir confiance dans la nature humaine. Et on a la seule certitude qu'on a, c'est que les autres, ils finiront par nous écraser si on fait obstacle à leur propre gratification. Et comme donc le 6 est incapable de percevoir son véritable fondement, sa propre essence, eh ben, il n'a pas grand-chose à quoi se fier dans sa propre nature. Donc, il reste privé de base et il se sent désespérément inadéquat dans cette lutte pour survivre. Donc, il est laissé avec sa seule intelligence pour survivre. Il n'y a que son mental qui va lui permettre de survivre dans ce qui lui semble être un monde menaçant, où il est dépourvu de toute perception et dépourvu de contact avec quelque chose en lui-même qui soit un réel soutien. Donc, du coup, il ne peut ressentir qu'une sensation intérieure d'insuffisance. Donc, c'est un sentiment de manquer du nécessaire dans la lutte de la vie. C'est une impuissance face à un autre, qui est cet autre, il est imprévisible, il n'est pas fiable. Et c'est l'état de déficience du 6 qui constitue le sentiment qu'il a de lui-même. Donc il va se ranger du côté de se dire je risque de ne pas survivre, je suis peut-être l'avorton de la portée, le faible, le mal préparé, le sans défense, l'inapte, le raté. Et les autres lui apparaissent plus forts, plus puissants, plus intelligents, plus calés, plus compétents, plus capables et complètement sûrs d'eux. Et donc c'est une perception cynique du monde et ce sentiment d'être inadéquat par rapport à lui-même, ça constitue donc l'état d'esprit, la fixation mentale de l'énéatype 6. Et donc cette fixation mentale, on l'appelle la lâcheté dans la fixation mentale de l'énéagramme. Et donc de cette fixation, on va voir tous les modèles comportementaux, émotionnels et cognitifs de cet énéatype. Et donc, comme le monde est vraiment menaçant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il va falloir répondre au monde en apportant aux autres à pouvoir répondre à leurs besoins, à pouvoir vraiment satisfaire les désirs égoïstes des autres. Parce que si je ne satisfais pas les désirs égoïstes des autres, eh bien dans ce cas, l'autre pourrait se transformer en animal primitif, instinctif, qui pourrait me détruire. Et donc, on peut aussi confondre les 6 avec les énéatypes 2 qui vont oublier leurs propres besoins pour répondre envers les autres, aux besoins des autres. Sauf que chez les 2, c'est vraiment dans une quête et une recherche de se valoriser et d'obtenir de la reconnaissance, alors que chez le 6, répondre aux besoins de l'autre, c'est se protéger de l'aspect animal, méchant de l'autre. Donc c'est un cercle vicieux. Parce que à la fois le 6, dans son affect intérieur, il va avoir des élans et des perceptions qui seront susceptibles d'être constructives pour apporter un soutien à l'autre, mais en même temps, ça va vite être mis en doute et invalidé parce qu'en fait, risque de surgir la part instinctive, animale et dangereuse et à la fois de l'autre et à la fois de soi-même. Donc il va y avoir un doute dans cette fixation mentale qu'on appelle la lâcheté, mais qu'on appelle aussi le doute, qui va bloquer l'élan et parfois il va avoir même de la contestation à lui-même sur le fait de répondre comme ça en réalité aux besoins de l'autre. Il va le faire, mais en même temps, il y aura une forme en PNL on dit du polarity, c'est-à-dire il va le faire, mais il y aura quelque chose qui en même temps il va se dire c'est pas normal. Et donc parfois,
ils vont réagir les 6 de manière impulsive et réactive à leur peur parce que tout peut paraître suspect, même les élans spontanés. Et donc leur esprit devient vraiment pétri de doutes. Donc c'est un comportement qui est fondamentalement autoprotecteur et donc ça a pour résultat vraiment d'aller saper la base de confiance sur laquelle s'appuie le 6 puisqu'il aimerait faire confiance. Donc c'est une forme d'autocastration qui consiste donc à se rendre psychologiquement impuissant et à se priver de sa propre vitalité. Donc cette autocastration, elle est non seulement psychologique, parce qu'elle se manifeste dans différents traits de personnalité qui sont en lien avec le soi, mais cette autocastration, elle va aussi saboter tous les contacts du 6 avec sa dimension spirituelle. Parce qu'il va aller invalider l'expérience intérieure et il va être dans une inhibition de toute pulsion qui sape la capacité d'un 6 à donner une créance à son processus. C'est pourtant son seul moyen d'approfondir son expérience et de le reconnecter à la dimension essentielle qui la sous-tend. Donc on voit dans cette auto-inhibition qui apparaît au point 6 de l'énéagramme des actes contre soi. Et donc ça reflète la façon dont cette coupure avec ses pulsions, ça sabote l'épanouissement de son âme. Donc on est un petit peu comme ça sur le syndrome que Freud parle, qui est le complexe de castration, et on le trouve typiquement chez les 6. C'est la peur généralement du coup inconsciente de la douleur physique infligée par une figure d'autorité ou une perte de pouvoir au profit de l'autorité. Donc en psychologie, on parle d'angoisse de castration. Et donc chez l'énéatype 6, la partie du corps qui est associée à ce type, ça va être les parties génitales, le sexe, puisque voilà, c'est cette angoisse de castration. Mais là, on est vraiment sur les profondeurs de la psychologie sous-jacente. Donc, il s'agit d'un phénomène universel qu'on appelle le trou génital. Parce que rappelez-vous, j'avais fait un post sur le triangle infernal de l'énéagramme, la chute, où effectivement tout le monde passe par le 9, le 6 et le 3. Donc de toute manière, ça le fait chez tout le monde. Mais chez les 6, c'est vraiment prépondérant. Parce que ce trou génital, c'est la sensation d'une absence à l'endroit où vous savez que se trouvent vos parties. Donc là, tout ce que je parle, c'est vraiment sur la psychologie freudienne. Donc c'est une des premières façons de reconnaître sur un plan physique son absence de contact avec les sens. Donc conserver cette sensation de trou, ça procure une sensation de vastitude, comme si on se trouvait dans l'espace. Et cet espace, c'est le lieu fondamental où surgissent tous les aspects de l'essence. Donc comprendre ça donne un autre niveau de signification à la castration, puisque en l'absence du contact avec la dimension spirituelle, on se perçoit comme dépourvu de parties génitales, on pourrait dire. Donc quand on ne perçoit pas la base de l'être et qu'on rejette le domaine instinctif primitif, ou pourtant dans le domaine instinctif on est pourtant enraciné en tant qu'être humain, eh bien le monde c'est un endroit qui est incertain et qui est dépourvu de fondements réels. Donc les choses, elles sont intrinsèquement instables, elles sont peu sûres, et les autres, ils sont perçus à travers ce prisme du cynisme, donc c'est-à-dire les autres ne méritent aucune confiance. Donc ils ont beau paraître gentils, ils ont beau paraître aimants, les 6, en réalité, ils attendent avec suspicion que l'autre monte le bout de son nez et que la situation réelle, elle se dévoile. Les idées un peu malsaines fassent leur ressurgissent. Et donc, c'est une incertitude en réalité qui est intérieure et qui va se dévoiler à un moment donné à l'extérieur. En fait, un 6, il a confiance même en peu de choses en lui-même. Et selon ses différents niveaux de fixation, non seulement il vit dans un état d'incertitude, mais il est aussi dans une grande difficulté à avoir une certitude
quelconque, hein, que ce soit pour se lancer dans son activité professionnelle, que ce soit pour ses compétences, que ce soit pour savoir si on l'aime ou pas, et même dans les relations, ça peut être là-dessus, et ça peut aussi inclure, je sais même pas qui je suis, je sais même pas ce que je ressens, je sais pas ce que je veux, je sais pas vraiment ce que je pense. Donc c'est un doute qui l'envahit partout, et ça va se manifester avec beaucoup d'hésitation, d'indécision, de vacillement, d'irrésolution dans les problèmes, et ça va osciller avec beaucoup de scepticisme. Et donc, dans leur incertitude sur la place qui leur revient et sur leurs propres sensations, toute prise de décision, eh bien, elle va devenir obsessionnelle et elle va être marquée par la peur de faire le mauvais choix. Donc, ils vont beaucoup, parfois, il y en a qui vont même bégayer, qui vont balbutier, qui vont se bloquer et ils vont souvent bloquer leurs propres actions avec ce doute contre eux-mêmes. Donc c'est très difficile pour un énéatype 6 d'entreprendre une action qui est vraiment décisive. Et quand ils parviennent à une conclusion, ils vont agir en conséquence. Et cette action, elle est rapidement, même une fois qu'ils ont pris leur décision et qu'ils passent à l'action, eh bien, elle est rapidement suivie d'interrogations. Et il y a beaucoup de crainte d'avoir mal fait, de s'être trompé, d'avoir mal choisi. Donc ce mouvement, qu'il soit physique ou bien métaphorique, hein, c'est donc un mouvement qui est saccadé, un petit peu comme l'animal qui est associé à cet énéatype, qui est le lièvre. Donc l'état affectif invasif, et donc qui est la passion de l'énéatype 6 au niveau du cœur, hein, ce qui le fait souffrir, la passion émotionnelle, c'est donc la peur, comme on le voit dans l'énéatype des passions. Et donc en psychologie, la peur, elle est définie comme une réponse consciente à un danger extérieur réaliste. Alors que l'angoisse, en psychologie, elle est plutôt définie comme une réponse à un danger intérieur, d'origine plutôt inconsciente. Et donc pour la majorité des 6, les deux choses, que ce soit la peur ou l'angoisse, en réalité pour eux c'est la même chose, c'est synonyme, puisque les menaces intérieures, elles sont perçues comme extérieures par le biais d'un mécanisme de défense chez le 6 qui s'appelle la projection. Alors la projection, je vais en discuter brièvement. La projection, c'est la peur et l'angoisse que les 6 ressentent comme une atmosphère émotionnellement invasive et permanente. Et donc, ils sont dans une anticipation dans ce qui risque de surgir de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc, en fait, les 6, ils ont rarement peur dans les situations réelles auxquelles ils sont confrontés. Quand il y a un vrai danger, ils ont rarement peur. Mais leur peur, en réalité, elle est fondée sur leur projection. Alors, là aussi, on a Freud qui est assez pertinent pour comprendre la nature de l'angoisse de cet énéatype, même si Freud n'a pas fait d'énéagramme. Mais en fait, il y a beaucoup de théories de Freud qui sont pertinentes pour la psychologie des 6, parce que ça tient peut-être au fait que Freud était lui-même un 6. Alors, c'est pour ça qu'il a fait beaucoup de théories qui finalement ressemblent beaucoup à du type 6. Et on a une dernière théorie de Freud sur l'angoisse qui distingue deux types. Alors la première, il appelle l'angoisse automatique. Et il dit que cette angoisse automatique, elle procède des situations traumatiques où la psyché, elle est soumise à une stimulation excessive qu'elle ne peut pas affronter et donc qu'elle affronte comme quelque chose qui est vraiment accablant. Alors ce type d'angoisse, ça surgit essentiellement dans la petite enfance, avant que la structure du moi, elle ait commencé à fusionner. Alors on a la situation suivante, pour paraphraser Freud par quelqu'un qui s'appelle Charles Brenner et qui est membre de l'association psychanalytique américaine, et ça donne une idée de ce type d'angoisse, donc je vais la citer. Un nourrisson est dépendant de sa mère, non seulement pour la satisfaction de la plupart de ses besoins corporels, mais aussi pour les gratifications instinctives qui sont liées pour lui, au moins dans les premiers mois de la vie, à ses satisfactions corporelles. Ainsi, quand un bébé est nourri, ce n'est pas seulement sa faim qui est rassasiée. Il perçoit en même temps le plaisir instinctif associé à la stimulation orale, ainsi que le plaisir d'être tenu, réchauffé et caressé. Avant un certain âge, un nourrisson ne peut obtenir par lui-même ses plaisirs, ses gratifications instinctives. Il a besoin de sa mère pour cela. Si en l'absence de sa mère, le nourrisson éprouve un besoin instinctif qui ne peut être satisfait que par elle, il se développe une situation traumatique au sens où Freud entend ce terme.
le moi de l'enfant n'est pas assez développé pour qu'il puisse reporter la gratification en suspendant ses désirs pulsionnels et sa psyché est donc submergée par un flux de stimuli. Puisqu'il ne peut ni maîtriser ni décharger de façon adéquate ces stimuli, l'angoisse surgit. Alors ça, c'est la première forme. Et donc la seconde forme, qui est plus pertinente pour les adultes, parce que là, dans la première forme, on parlait du nourrisson, c'est l'angoisse signal. Et donc, l'angoisse signal, pour le point 6, c'est une anticipation d'une situation traumatique, plutôt qu'une conséquence de celle-ci. Et donc, ça s'emploie à mobiliser des fonctions de défense de la personnalité pour éviter que la situation ne devienne traumatique. On va se préparer et on va se défendre à ça. Donc, le danger extérieur objectif, parce qu'il y a souvent un danger, quand même, ça part de quelque chose, ça va déclencher une angoisse. Un petit danger va déclencher une angoisse anticipatrice et ça va pousser le 6 à entreprendre une action défensive. Alors qu'on a des situations de conflits psychiques qui sont perçues comme dangereuses et qui vont donc pousser des fonctions défensives du moi à écarter la pulsion ou le sentiment qui menace d'émerger dans la conscience. Donc on va avoir l'angoisse signal qui va surgir à un stade ultérieur dans le développement de l'enfant, quand l'enfant anticipe par exemple le départ de sa mère, parce qu'il associe ce départ à un traumatisme potentiel. Alors Freud, il avait distingué chez l'enfant une série de situations menaçantes pour le moi en développement, qui étaient vraiment toutes très très justes, et tout particulièrement pertinentes pour la psychologie des 6. Alors la première situation dangereuse, c'est la perte d'objet de la mère. De la mère qui est la gardienne de l'enfant et qui est l'objet de son amour. Et donc plus tard, le danger, il devient la perte éventuelle de son amour dans sa vie, suivie par la peur aussi de la castration dont j'ai parlé précédemment. Et donc, à l'âge adulte, on va avoir des préoccupations et des soucis qui sont apparemment adultes, mais qui masquent les angoisses primitives qui ont en réalité été enfouies dans l'inconscient. Donc pour les 6, toutes ces situations-là, qui sont dangereuses, elles semblent courantes, même si c'est que dans l'inconscient. Et la qualité de la peur et de l'angoisse chez un 6, ça peut varier d'un état permanent d'agitation et d'inquiétude intérieure à vraiment de la terreur totale, selon le degré de névrose du 6, c'est-à-dire la névrose qu'il y a eu dans l'enfance. Mais dans tous les cas, tant que le 6 va aller s'identifier à sa personnalité, la peur, elle restera présente. Donc cette passion émotionnelle de la peur, elle est vraiment inextricablement liée au mécanisme de défense qui est la projection du 6. Donc ce mécanisme, il est vraiment défini comme un processus mental qui consiste à attribuer au monde extérieur une pulsion ou une idée inacceptable. Et donc dans ce processus défensif, les intérêts et les désirs propres de la personne, de lui-même, sont perçus comme s'ils appartenaient à d'autres. Et donc il peut se confondre dans sa propre expérience mentale avec la réalité consensuelle. C'est-à-dire, je me fais une idée du monde et du coup je perçois le monde avec ces idées que je me suis fait de lui. Donc ce type de défense, ça rend souvent difficile à un 6 d'aller discerner dans sa vie, qu'est-ce qui se passe objectivement chez les autres et quelle est la part de son propre inconscient qu'il va percevoir en réalité chez l'autre. C'est-à-dire, c'est ces projections qu'il va percevoir chez l'autre. Donc le plus souvent, les 6 vont projeter leurs pulsions et leurs sentiments agressifs et hostiles et ils vont nourrir en retour la peur d'un monde qui est malveillant. Donc la critique, le jugement et le rejet de l'autre, ça fait vraiment partie des projections qui sont les moins ouvertement agressives et qui sont favorisées chez les énéatypes 6. Donc le raisonnement conscient de l'âme pour projeter l'agression, ça a été perçu au départ comme quelque chose de menaçant, de sorte que avoir cette projection en soi, ça signifie avoir en soi quelque chose de dangereux. Donc les 6, le 6 il cherche à se débarrasser de cette menace intérieure et il va la désavouer, au lieu de se dire ça vient de moi, il va aller désavouer cette menace intérieure comme étant une projection sur l'autre. Donc se percevoir soi-même
comme agressif et comme ayant ces projections mentales, ça mettrait à l'épreuve son identité fondamentale, qui est du coup celle d'une mauviette, d'être un petit peu quelqu'un de peureux. Et donc c'est un sentiment de soi qui est assez douloureux à vivre, même s'il est familier et qui est connu chez les 6. Donc ce sentiment inavouable d'amour et parfois même d'attirance sexuelle, on a des 6 qui peuvent parfois, comme tous, être attirés par une personne qui n'est pas disponible ou qui n'est pas intéressée ou qui n'est pas, qui n'est pas disponible. Eh bien, au lieu de regarder ça, ils vont aller plutôt parfois subir une transformation dans un processus de projection. Et donc, du coup, l'objet d'amour leur apparaît comme haineux, comme cruel, ou bien humiliant, ou bien quelqu'un qui va les amener à être tourmentés. Donc on peut avoir parfois des 6 qui, quand ils vont avoir des personnes aussi avec qui ils vont être intéressés, ils peuvent se dire « Oh là là, mais en fait cette personne peut éventuellement me vouloir du mal ». Donc les 6, ils peuvent ressentir consciemment de la haine et de la peur de l'objet qui est inconsciemment désiré et du coup se défendre avec succès contre ces désirs qui sont intolérables. Alors on a une variante aussi de ce mécanisme qui consiste pour d'autres 6 à remettre son pouvoir dans l'autorité d'un autre qui est idéalisé et envers qui le 6, il est d'une loyauté absolue. Ça peut être quelqu'un qui est expérimenté, mais qui pourrait du coup être malveillant, persécutant et castrant. Donc à la fois, ils idéalisent la personne et à la fois, ils en ont très peur. Donc on explore en détail ce type de projection quand on étudie la relation du 6 avec l'autorité, qui est vraiment une zone qui est vraiment chargée pour cet énéatype. Alors la défense de la projection, du mécanisme de projection, ça protège un 6 de sentiments, de pensées et de pulsions intérieures qui sont inacceptables et qui menacent, ces pulsions, elles menacent de devenir conscientes, ainsi que toute l'angoisse qui accompagnerait l'émergence de ces pulsions dans la conscience. Donc du coup, par le biais de la projection, cette angoisse, elle se transforme en peur. Donc c'est plus de l'angoisse, c'est plus quelque chose qui m'appartient, c'est une peur. Il y a un vrai danger à l'extérieur de moi. C'est la peur d'un autre ou celle du monde en général. Parce que les pulsions, elles qui étaient inacceptables et jugées comme inacceptables, les pulsions du ça, dont dit Freud, elles sont perçues du coup en dehors de soi. Et donc ça soutient et ça va renforcer la distorsion cognitive qui est fondamentale chez le 6 et qui est consécutive du coup à la perte du contact avec l'idée sacrée, à savoir du coup que le monde est un endroit dangereux, peuplé d'animaux qui sont profondément égoïstes. Alors la projection, elle est fondamentale pour modeler chez les 6 l'expérience des autres et du monde. Parce que la sensation intime de n'avoir rien de stable, ni rien de solide sous les pieds, ça a vraiment ses racines dans la perte de la force sacrée et de la foi sacrée. Et donc c'est ça qui entraîne un sentiment intérieur d'incertitude et d'insécurité. Et donc, par le biais du mécanisme de défense de la projection, ce sentiment va se déplacer sur les autres et sur le monde en général. Et donc, les autres et le monde en général va être perçu alors comme indigne de confiance. Le monde, il apparaît effrayant et précaire, autant par le biais de la projection que par cette imprégnation-là. Et donc, ça peut être impossible aussi de découvrir où commence sa projection et où commence en réalité la malveillance de l'autre. Alors effectivement, la projection, elle peut nous mener à la paranoïa, qui est vraiment au cœur de la psychologie de cet énéatype pour les énéatypes qui ont cette paranoïa qui va être vraiment très poussée. Parce que la paranoïa, ça se définit comme une tendance de la part d'un individu ou d'un groupe à une suspicion et une défiance excessive ou irrationnelle des autres, appuyée non pas sur la réalité objective, mais sur un besoin de défendre le moi contre les pulsions inconscientes, qui utilise la projection comme un mécanisme de défense et prend souvent la forme d'une mégalomanie compensatoire. Alors à l'extrême, on a la paranoïa qui est une forme de psychose, donc là dans les cas vraiment extrêmes où on a des gens qui vont se croire persécutés, abusés, calomniés ou carrément empoisonnés par un individu, un groupe ou le monde en général. Donc si on a des 6 qui sont normalement névrotiques et qui peuvent avoir parfois
bien sûr des sentiments comme ça dans leur vie. On peut parler d'attitude paranoïaque pour les 6 dans la dysfonction du continuum de leur santé mentale. Donc c'est une attitude qui est paranoïaque et qui du coup va se caractériser par une hypervigilance et une hypersensibilité, soit à des affronts, soit à des attaques, à vraiment une suspicion et un sentiment général de défiance. Alors Almas, il qualifie cette tendance paranoïde des 6 de suspicion défensive. Alors, si l'attitude paranoïaque d'un 6 va l'amener à se sentir victimisé, persécuté et attaqué, ça le pousse aussi à traiter les autres comme des boucs émissaires. Donc les 6, ils peuvent percevoir des individus ou des groupes particuliers comme étant la source de leurs problèmes, notamment dans leur sentiment de faiblesse et d'impuissance. Donc on le voit ça par exemple, cette psychologie dans des pays qui sont associés au point 6, comme par exemple l'Allemagne et l'Afrique du Sud. Et on a eu la montée du nazisme en Allemagne, qui serait la réaction d'un pays vaincu, qui a été affaibli après la Première Guerre mondiale et qui, à son tour, affaiblit et cherche à détruire ce qui lui semble prospère et puissant, donc qui était symbolisé par l'intelligentsia juive. Et en Afrique du Sud, on avait la minorité blanche qui s'est officiellement construite en reléguant les Noirs et les Métis dans un statut inférieur, séparés et donc théoriquement égaux, mais en fait privés de tout pouvoir politique dans leur propre pays. Donc on a vraiment ce scepticisme qui est là. Et il y a quelqu'un qui s'appelle David Safiro et il a une analyse qui est intéressante sur le style paranoïde et qui va bien décrire à l'extrême, dans les extrêmes, les néatypes 6. Donc il décrit ça comme une pensée soupçonneuse biaisée. Donc je le cite: une personne méfiante est une personne qui a une idée dans la tête. Elle observe le monde avec une idée fixe qui ne cesse de la préoccuper et dont elle cherche inlassablement et exclusivement la confirmation. Rien ne pourra la convaincre de se départir de sa méfiance ou d'abandonner tel ou tel plan d'action qu'elle inspire. Bien au contraire, elle ne prêtera aucune attention aux arguments rationnels, sauf pour dénicher en eux quelques aspects ou traits susceptibles de la confirmer dans sa conception initiale. Quiconque tente d'influencer ou de persuader une personne méfiante va au-devant d'un échec, et à moins qu'il se montre assez avisé pour renoncer sans tarder à ses velléités, il deviendra lui-même une cible de la méfiance initiale, ce qui veut dire qu'à un moment donné, les autres vont aussi se méfier de lui. Oui, si je suis dans la méfiance continue par rapport aux autres, à un moment donné, les autres vont aussi se méfier de moi. Donc effectivement, les 6, ils vont chercher de manière continue, dans les données dont ils disposent, la confirmation de ce qu'ils soupçonnaient déjà en amont, tout en affirmant et en croyant réellement qu'ils cherchent simplement à saisir la vérité de la situation. Et donc ce qui est observé et interprété de façon à vraiment cadrer avec le tableau qui se sont déjà fait de la situation. Par exemple, on peut avoir un 6 qui est persuadé que vous ne l'aimez pas, et donc il va se montrer hyper vigilant, malgré toutes vos assurances, de lui montrer le contraire, sur toutes les actions de votre part susceptibles d'être, les actions de votre part seront susceptibles d'être interprétées comme étant un rejet. Et il finira du coup, à un moment donné, par trouver la confirmation de ce qu'il redoute. Et donc, ce qui sous-tend cette hypervigilance, c'est le désir de se sentir soutenu en réalité et en sécurité pour pouvoir se détendre et relâcher la vigilance, ne serait-ce qu'un instant. En réalité, il n'attend que ça. Donc, si cette dynamique est celle-ci, on a vu que les 6, ils ont 2 styles en réalité de comportement opposés. On peut avoir un 6 qui peut manifester les deux à certains moments et dans certaines situations, et qui va osciller plutôt d'un style phobique et contre-phobique. Et puis, ils vont vraiment osciller. Mais en général, la personnalité, elle va être dominée par un type plutôt phobique ou plutôt contre-phobique. Donc, le premier style phobique, ça va être un 6 qui va ressentir sa peur de façon vraiment très aiguë et qui va se retrouver paralysé dans sa peur, vraiment comme un animal qui est pris dans un pinceau lumineux.
Et ces styles de 6 sont des personnes qui sont plutôt timides, qui sont des gens qui sont indécis, hésitants, qui sont peu sûrs d'eux et qui recherchent en permanence la sécurité à l'abri du danger. Alors, on a souvent Woody Allen qui tourne en comédie le côté névrotique et un peu paranoïaque de son propre type, puisque Woody Allen est un 6. Ils ont quelque chose d'un peu effrayé dans leur apparence et dans leurs actes, et on a cette âme qui est paralysée par la peur. Alors que dans le second type, qui est plutôt contrephobique, c'est un 6 plutôt qui va s'efforcer d'agir comme s'il n'avait pas peur. Donc il va rechercher des situations risquées pour prouver qu'il n'est pas effrayé, qu'il n'est pas faible. Il va avoir une attitude de casse-cou. Il va marcher sur un fil tendu entre 2 gratte-ciel. Il va se fourrer la tête dans la gueule du lion. Il va escalader des sommets. Il va traquer des criminels. Il va se gonfler de muscles, il va faire du sport. Il va prendre des décisions tout de suite, dans la seconde. Il va aller spéculer en bourse, il va aller voler dans des jets qui sont expérimentaux, où il va faire du parapente. Donc on a des 6 comme ça, plutôt Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, qui vont vraiment illustrer au cinéma cette version bodybuildée du 6 contrephobique. On a aussi Harrison Ford, Clint Eastwood, qui incarnent souvent des aventuriers, des héros affrontants et échappant du coup de peu à des situations dangereuses. Donc on a comme ça des 6 contrephobiques qui peuvent être mégalomanes, qui sont obsédés par le fait d'apparaître héroïque et tout puissant. Donc on a un petit peu les Napoléons et les Hitler de ce monde. Alors bien sûr, tous les 6 contrephobiques ne sont pas comme là, on est dans l'exagération. Mais du coup, malgré toutes les tentatives d'un 6 contrephobique pour démontrer qu'il n'a pas peur, ou à cause de ses peurs, il a une obsession de la peur qui reste quand même sa motivation première. Alors le surmoi de ces deux variétés de 6, il y a un aspect donc du coup qui va être légèrement différent. Dans les deux cas, le surmoi il est plutôt autoritaire et dominateur, qui exige du coup une sorte de conformité totale en face de lui. Et ce surmoi il va renforcer le sentiment du 6 d'être déficient et très ordinaire, et d'être dépourvu du nécessaire dans la lutte pour la survie. Donc le surmoi des 6 phobiques, c'est plutôt avec un critique intérieur qui est très dominant et très autoritaire. Et ce surmoi, il va leur reprocher d'être des froussards, d'être des mauviettes. Alors que chez les 6 contrephobiques, le surmoi, il est projeté sur les autres, qui perçoivent plutôt comme des juges et des critiques menaçants et dangereux. Donc le surmoi du 6 contrephobique, il va exiger que les autres soient durs et forts. Et comme pour le 6 phobique, il va se projeter sur les autres que sa peur. Donc la relation d'un 6 à son surmoi, ça reflète sa relation aux figures d'autorité. Et donc vis-à-vis de l'autorité, on va avoir 2 styles qui ont en surface une attitude opposée, mais qui ont pourtant la même origine. Donc l'un comme l'autre, ils sont hypersensibles à ceux qui ont du pouvoir, qui ont un rang, qui ont une autorité, de l'influence, et à ceux qui n'en ont pas. Bref, qui est le maître et qui est l'esclave. Et donc, dépourvu d'un sentiment intérieur, d'un centre de force, de pouvoir et de guidance, les 6, ils projettent cette autorité en dehors d'eux-mêmes. Donc, comme ils sont dans une profonde insécurité et dans une absence de fondement intérieur, ils vont trouver hors d'eux-mêmes une autorité qui leur manque. Donc, ça peut être sous la forme d'un individu, d'une organisation, d'un système de croyances. Alors on va avoir le type phobique qui est très dévoué, qui est très servile, très scrupuleux devant toutes les personnes qu'il perçoit comme une autorité extérieure. Et donc il va avoir tendance à célébrer les héros, et il va se montrer vraiment comme une sorte de disciple dévoué. On a vraiment le stéréotype du serviteur obséquieux qui jugerait impensable et effrayant de sortir de son rôle. Et donc c'est des exemples de ce type de 6. Ils veulent que cette autorité, elle ait la certitude et la décision dont ils sont dépourvus. Ils veulent que quelqu'un leur dise ce qui est bien ou mal. Ils veulent une croyance, ils veulent une cause, une foi à laquelle croire de tout leur cœur et être loyaux envers cette autorité. Ils veulent un pilier qui leur donne un sentiment de force et de solidité et qui imprègne leur vie d'une signification
du sentiment de vivre pour quelque chose de grand. Ils veulent pouvoir se dévouer. Et donc un 6 phobique, il va rechercher ce qui lui offrira une sécurité, comme on le voit sur l'énéagramme des pièges. Donc ce culte-là du héros, ça place les 6 dans une position plutôt de subordonné et une position soumise. Donc ils ont remis toute leur guidance intérieure, leur jugement et leur pouvoir à cette autorité, et ce qu'ils ressentent comme une... Et ça, ils le ressentent un petit peu comme une castration. Et en fait, ils se sont castrés eux-mêmes, mais à cause de ce mécanisme de défense par projection, ils ont l'impression d'être les victimes persécutées de l'autorité. Et donc, même la relation d'un 6 phobique à l'autorité, elle est ambivalente, même s'il est phobique. Alors, qu'est-ce qu'il en est du 6 contre-phobique ? Pour lui, le 6 contre-phobique, c'est plutôt un rebelle. Lui, il est plutôt obsédé par le défi et le goût de l'autonomie, au point de ne pas reconnaître ni accepter aucune autorité extérieure. Donc ici, on va trouver vraiment typiquement le rebelle qui est sans cause, qui résiste à l'autorité pour écarter une menace de castration qui est réelle ou imaginaire. Donc en avançant un petit peu, on peut voir qu'un 6 contre-phobique, il peut tenter de lui-même se dépeindre comme l'autorité, un petit peu comme Hitler et Napoléon, que certains suivaient et idéalisaient. Donc il s'efforce d'affirmer cette autorité intérieure, il la démontre, il montre qu'il la possède par le pouvoir, ça peut être donc par le pouvoir politique et par l'influence qu'il exerce sur les autres. Donc il essaie de se sentir en sécurité, et c'est là son piège, en étant révéré, en étant craint et suivi par ses loyaux disciples. Alors on a même les 6 phobiques qui pourtant en apparence qui sont soumis, compliants. En fait, ils ont une tendance à la déviance cachée qui peut être plus ou moins subtile. Donc ça peut se manifester sous la forme d'une agressivité passive. Par exemple, dire qu'on va faire quelque chose et ne pas le faire, ou encore aller demander des avis autour de soi, et puis une fois qu'on a donné l'avis, aller les rejeter, ces mêmes avis, sous prétexte qu'on ne peut pas se mettre à la pression des autres. Il n'est pas facile pour un 6 d'affronter cette tendance, parce que même s'il y a un 6 rebelle, il évite profondément de se percevoir comme déloyal ou à renoncer à ce qu'il perçoit comme son devoir. Il pourrait un 6 contre-phobique, par exemple, il pourrait appartenir à un gang. Il pourrait se lancer dans des activités que la société, elle juge déviantes, mais il se percevrait toujours loyal à ses camarades. Et donc, comme les 6, ils peuvent pas toujours être en accord complet avec ceux qui tiennent pour des figures d'autorité, du coup, comme ils sont pas toujours d'accord avec ceux en qui ils ont donné leur loyauté et leur foi, ils vont se percevoir comme déviants et délinquants, et ils vont se persuader là de leur déficience. Donc, leur dévotion, en réalité, à l'autorité envers qui ils ont confiance, ça masque en réalité une profonde absence de foi authentique. Et en fait, il y avait un chrétien théologicien qui s'appelle Reinhold Niebuhr dans les années 50 qui dit « L'orthodoxie frénétique ne s'enracine jamais dans la foi, mais dans le doute. C'est lorsque nous ne sommes pas sûrs que nous sommes doublement sûrs. » Donc il y a une sorte de honte profonde de ne pas être totalement aligné sur la personne considérée comme étant une autorité. Et donc on a les 6 qui vont éviter comme la peste cette sensation intérieure, ce sentiment d'être différent, hors norme, déloyal, et d'éluder leur devoir, ça leur est vraiment pratiquement, ça leur est intolérable. Et donc, c'est pourquoi la déviance, la délinquance, elle apparaît au point 6 sur plutôt l'énéagramme des évitements, puisque en réalité, ce sont des expériences qu'un 6 désire éviter à tout prix. Alors, on a comme ça Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, qui était sans doute un 6, et il a centré vraiment tout son travail et développé tout son enseignement spirituel sur la relation à l'autorité. Et il a enseigné vraiment le rejet de toutes les autorités extérieures et de toute pratique définie, y compris la méditation formelle. Donc pour un 6, la qualité de l'être qui semble lui manquer et répondre à tous ces problèmes, elle se caractérise par la ténacité, la solidité, la certitude, le concret, la persévérance, la résolution, la détermination, le soutien, le substantiel. Et donc, c'est un aspect qui est appelé la volonté dans l'approche spirituelle.
L'expérience de la volonté, ça consiste à sentir la présence de l'être comme un soutien intérieur qui est tenace et qui est indéfectible. Donc ça peut être l'impression d'être debout sur une montagne immense et immuable ou d'être la montagne soi-même. Et la présence de la volonté, en fait, ça nous donne un sentiment de confiance en nous et en notre capacité à vraiment à persévérer dans n'importe quel projet, dans n'importe quelle entreprise. Et finalement, c'est la confiance dans notre capacité à découvrir nos vérités les plus profondes, à voyager dans notre domaine intérieur et à découvrir enfin qui est-ce que l'on est réellement. Et donc, dans les cas d'un type phobique de 6, la figure d'autorité extérieure, elle semble être l'incarnation de la volonté, alors qu'un 6 contrephobique, lui, il tente de devenir lui-même son incarnation. Donc, on a vraiment la foi, le dévouement, la fiabilité et la constance des 6 phobiques qui est toujours liée à un autre dans cette loyauté, parce que l'autre leur apparaît comme leur ancrage, leur soutien et leur fondement. Et en bref, l'autre, il apparaît comme étant l'incarnation de la volonté. Donc, l'héroïsme et la prise du risque du 6 plutôt contrephobique, elles sont ces tentatives d'agir comme s'il était lui la manifestation de la volonté. Et donc, dans les deux cas, la personnalité, l'ego, il est modelé de façon à imiter les caractéristiques de la réelle volonté. La confiance et la sécurité de la volonté sont donc les qualités primaires que la personnalité du 6 tente d'imiter et d'incarner, mais c'est une solution qui, du coup, va engendrer de la tension mentale, émotionnelle et physique qui sont assez permanentes. Donc, plutôt pour contacter et incarner réellement ces qualités, de sorte que l'âme du 6 se détende et s'épanouisse en toute sécurité, un 6, il doit plutôt pouvoir établir un contact soutenu avec ses profondeurs intérieures. Et donc, il a besoin pour ça de la vertu associée à ce point-là. Et donc, c'est le courage, comme on le voit sur l'énagramme des vertus. Plus il affronte sa réalité intérieure sans être paralysé par la peur et sans douter de son expérience, plus il développera le courage. Le courage, c'est à la fois ce dont il a besoin pour affronter des souvenirs et des parties de lui-même qui lui semblent être terrifiants, qui lui semblent être menaçants dans sa vie. Et c'est aussi la meilleure manifestation dont il est capable. Les 6, ils confondent le courage avec des actes de bravoure, alors qu'en fait, la plus profonde manifestation de courage, c'est d'arriver à affronter et à remettre en question des concepts fondamentaux de soi et de l'autre qui ont été intégrés. On a Ikazo qui définit la vertu du courage comme la reconnaissance de sa responsabilité individuelle de sa propre existence. En position de courage, le corps se meut naturellement pour préserver sa vie. Et donc à l'opposé de la tendance du 6 à rechercher de la sécurité en dehors de lui-même, sous la forme d'une personne, d'une cause ou d'un credo auquel il va se dévouer, ou s'il est contrephobique de quelqu'un contre qui se rebeller ou à imiter pour être suivi et donc soutenu par les autres, il a besoin avant tout de s'orienter vers la confiance en lui. Donc pour qu'une véritable transformation elle advienne en lui, il doit abandonner tout ce qui tient pour une sécurité et consentir à s'affronter courageusement tel qu'il est. Donc on voit qu'il y a certains points forts qu'un 6 devra affronter dans ce voyage intérieur. Du coup, dans les domaines spirituels et les domaines psychologiques, s'affronter soi-même, ça revient un petit peu à reconnaître ses propres besoins, tenter de les comprendre, et ça revient à accepter sans arrière-pensée que les enseignements qu'on a embrassés dans notre vie et auxquels on a tenté de se conformer, eh bien découvrir que cette tendance, elle s'appuyait sur le doute et non pas sur la certitude. Le propre doute sur le fait d'avoir davantage en soi que dans la personnalité. Donc, je dirais, en dépit de l'immense loyauté que le 6 peut avoir à son maître ou à son enseignement, en réalité, il ne croit pas réellement que sa nature, elle ait essence. Donc, à ses yeux, il ne peut pas approcher sa vraie nature qu'en étant à proximité de ceux qui paraissent incarner sa vraie nature. Donc, il n'a pas la foi réelle dans le domaine vraiment essentiel qui est fondé sur sa propre expérience, je dirais sur sa référence interne, si je parlais avec un langage PNL. Mais il s'accroche plutôt par peur à une foi aveugle en ce que quelqu'un d'autre lui dit.
Donc pour lui, le courage, ça consiste avant tout à affronter cette réalité en lui-même. Et donc, en faisant ça, il va rapidement percevoir combien il a peu de certitude sur lui, combien il en a peu sur les autres, et combien son orientation mentale, elle est fixée plutôt sur la suspicion et le doute. Et il va voir que c'est un biais qui est très ancré chez lui et qui est issu de son sentiment de lui-même comme quelqu'un de petit, de faible et sans défense. Et même s'il est contrephobique et s'il est allé très loin pour se prouver et pour se montrer sa dureté, sa hardiesse, il verra qu'il faisait jamais que se défendre plutôt contre cette couche de peur qu'il a tout au fond de lui. Donc il va entrer en contact avec son manque de foi dans ses propres perceptions, dans son propre doute et sa propre déficience de lui-même. Il va devoir explorer sa propre histoire pour aller découvrir dans son histoire, dans son enfance, quels ont été les événements de son enfance qui ont suscité ce manque de confiance. Alors, il peut y trouver une figure parentale qui était autoritaire ou une figure parentale qui manquait vraiment de confiance en soi. On a pu lui dire, on a pu lui répéter qu'il ne savait rien et qu'on ne pouvait pas compter sur lui. Il a pu découvrir que les situations qu'il a dû affronter dans son enfance, elles étaient très effrayantes pour lui et qu'il n'a pas pu vraiment faire confiance à ses perceptions. Et donc chez certains 6, le fait de s'être appuyé dans leur enfance sur des gens qui redoutaient et dont ils avaient pourtant besoin, les parents, ça a créé une grande ambivalence et un grand doute interne, une incertitude vraiment personnelle et intime, je dirais, quant à la vraie nature de la réalité. Donc cette exploration, ça va faire ressurgir sa peur. Et il devra rentrer en contact avec ce sentiment de soi et de l'autre qui donne naissance à cette peur. Qu'est-ce qui donne naissance à cette peur? De se voir soi-même comme la mauviette, le faiblard de la portée, sans défense, dans un monde menaçant qui est rempli, comme je le disais, de gens brutaux et de gens malveillants. Et donc, il devra éprouver et comprendre comment s'est établie cette perception des choses dans son enfance et pourquoi il se sent si défaillant. Et donc, s'il est du type phobique, il peut découvrir que dans son enfance, c'était pas bon pour lui d'être fort. Et qu'en fait, dans son enfance, on a exigé de lui qu'il soit soumis et qu'il soit malléable. Et s'il est contrephobique, il peut découvrir qu'on l'a poussé à se montrer plus dur qu'il ne l'était réellement et qu'on ne l'a pas autorisé à exprimer sa peur. Dans un cas comme dans l'autre, il est peu probable que sa peur quand il était enfant, elle ait vraiment reçu ce holding de la part des parents à cette reconnaissance de son proche environnement. Et il va découvrir que pour transformer ça réellement, il doit désormais laisser s'exprimer sa peur, interroger ses racines et voir s'il a vraiment besoin, au moment où elle est exprimée, d'avoir peur à ce point. Donc il va devoir affronter ses pulsions et ses impulsions, son agressivité et sa force, et découvrir si ce sont vraiment des aspects de lui-même dont lui et les autres doivent réellement avoir peur. Donc en rentrant en contact avec sa peur, il va l'explorer et ça va l'amener au cœur de cette peur, celle d'être qu'une coquille vide, dépourvue de réalité profonde. Et ça va l'amener à un manque de contact ça va l'amener à son manque de contact avec sa nature essentielle. Et donc il va voir que sa peur, elle forme un anneau autour des endroits dans son âme où cette perte de contact, elle est ressentie comme un trou. Et donc affronter le vide de ces trous, ça va requérir pour lui du courage, tout le courage qui peut ressembler, et il va finalement découvrir que le plus effrayant, ce n'est pas le vide, mais c'est l'anticipation, la peur elle-même. Et c'est ça qu'il risque de trouver. Et avec le temps, il pourra avancer courageusement dans ces endroits vides de son âme et s'apercevoir qu'au lieu d'être des abysses mortels et dévorants qu'il redoutait, eh bien ce vide, si on l'autorise pleinement, il devient une vastitude. Et son âme, elle va commencer à se détendre en voyant qu'il n'y a rien à craindre réellement à l'intérieur et que c'était ça, ce qui était la racine de sa peur. Et en plongeant de façon répétée dans son monde intérieur, dans cette vastitude, eh bien, elle va progressivement surgir toutes les qualités de sa vraie nature. Et plus il aura le courage de mener ces sondages intérieurs, plus il sera en contact avec sa base, plus ça va lui donner en retour un sentiment de sécurité intérieure et de confiance en soi. Et donc petit à petit, il va réaffirmer ses profondeurs et y retrouver son fondement. Et au lieu d'être un croyant et un disciple,
eh bien, il va reconnaître l'essence de première main et à partir de ce contact sensible avec lui-même, il va apprendre que la personne qu'il est fondamentalement, elle est inébranlable et indestructible. Et au lieu d'être parmi les croyants dévoués, il apprendra que l'essence à l'intérieur de lui, elle est sa force et qu'il n'a pas besoin de la préserver, de la protéger ou d'avoir peur de la perdre. Et à long terme, sa foi en lui-même, elle deviendra réelle. Voilà, c'était un long podcast sur cet énéatype 6. Je vous conseille de lire, si vous êtes intéressé par l'énéagramme spirituel, le livre de Sandra Maitri qui m'a servi de support pour faire ce podcast et qui s'appelle « Les 9 visages de l'âme, l'épanouissement spirituel par l'énéagramme ». Je vous remercie, vous pouvez liker cette publication. Vous pouvez la commenter, vous pouvez la partager, vous abonner à cette page et vous renseigner sur le site si vous voulez vous former en énéagramme sur le site de activepnl.com. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.